Bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour le Booster by Iptown, le webinaire qui pimpe votre business. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Lostria, qui est un spécialiste de l'e-réputation. Bonjour. Bonjour à tous. Salut Nico, merci de venir, merci de te joindre à nous pour apporter ton expertise. Je vous propose qu'on attende quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Il est 13h30, on se donne quelques minutes. En attendant, j'espère qu'il fait beau chez vous. Chez nous, il fait un temps assez pourri. C'est plein de pluie. J'espère que vous n'entendez pas les bourrasques dehors. Pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas forcément Iptown, c'est assez simple. On est un opérateur de bureau flexible, coworking, bureau opéré, un petit peu partout en France. On est présent Marseille, Lyon, Lille, Paris, Rennes, Bordeaux, bientôt Nantes, normalement. Et on propose des bureaux pour des petites entreprises de 2, 10, 20, 30 et jusqu'à certaines qu'on équipe actuellement qui font plus de 300 salariés. Les bureaux que l'on propose, c'est assez simple. C'est un contrat de prestation de service dans lequel vous retrouvez l'ensemble finalement de ce qui est l'indispensable pour bien travailler, c'est-à-dire la surface, l'électricité, le Wi-Fi, les charges, le ménage, le mobilier. Voilà. Donc, on vous accompagne si vous avez des besoins de bureau un petit peu partout en France. On est là pour y répondre. Et donc, forcément, comme on est opérateur de bureau, on souhaite aussi accompagner les dirigeants de nos sociétés clientes dans leur performance de tous les jours. Je vous invite à aller voir, on avait le précédent webinaire qui avait été fait sur la cybersécurité avec Nicolas, un autre Nicolas d'ailleurs, décidément fait des experts, c'est Nicolas, d'Advance sur la cybersécurité et sur comment se protéger. Donc, vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube ou ailleurs le replay. Et au fur et à mesure, dans tous les webinaires, on va aborder finalement un peu les thèmes qui accompagnent le dirigeant dans sa performance. Forcément, la e-réputation, on en parle beaucoup. On va en reparler plus en détail avec bien sûr Google, qui est un peu le master là-dessus. C'est ça. On attend encore quelques minutes et puis on va commencer tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins de bureau, on en a d'ailleurs en ce moment, j'en profite, quelques-uns de dispo à Paris, dans le 18e, on en a aussi dans le 19e. On en a un très beau, on a fait l'inauguration ce matin d'ailleurs, il fait 250 mètres carrés, boulevard Haussmann. Si vous êtes une petite équipe, si vous êtes un cabinet d'avocats, si vous êtes une agence dans le web, c'est parfait pour vous, là, entre 25 et 30 postes, il y a 3 salles de réunion, tout est équipé, il est magnifique. On en a un très cool qui vient de rentrer aussi dans le 5e arrondissement, ou dans le 6e, je crois, 6e, Saint-Michel, vue sur Notre-Dame. Il est très atypique, 35-40 postes, il est très chouette, très, très beau, vraiment, vraiment canon. Bienvenue Bénédicte, bienvenue Guillaume. Allez, on va commencer, je vous propose. Là, on est très nombreux aujourd'hui, c'est cool. Donc, allez, je recommence. Donc, on fait un webinaire sur la e-réputation et j'ai beaucoup de chance. On a tous beaucoup de chance d'avoir Nicolas aujourd'hui avec nous, qui est un spécialiste et qui d'ailleurs nous accompagne, nous, Iptown, directement depuis maintenant quasiment le début de Iptown, 2019-2020. Et on va parler de tout ça. Nico, peut-être que tu peux te présenter un petit peu à tout le monde rapidement. Oui. Bonjour à tous, merci de profiter de votre pause déjeuner pour regarder ce webinaire. Donc Nicolas Lostria, je suis consultant SEO et e-réputation. Je me qualifie aussi d'expert des actifs digitaux. Les actifs digitaux, ça va être un petit peu vos sites internet, vos noms de domaine, vos réseaux sociaux. Et dans tous ces supports, on va aussi parler de référencement et d'e-réputation, parce que la première page de Google est critique pour toutes les entreprises. Ça. Voilà. Donc, petit sujet du jour sur comment optimiser votre réputation. Donc, finalement, comment arriver en première page de Google, quoi. Entre autres. Il y a beaucoup de relations entre l'e-réputation et le référencement. Mais on peut très bien arriver en première page de Google, mais que les gens disent du mal de nous. Du mal, voilà. Donc, si possible, en bien. C'est ça. Si possible, en bien. C'est ça. Est-ce qu'on peut passer? Super. Alors, les sujets du jour. Donc, on aborde l'e-réputation. Oui. Bien sûr, pour une marque et pour vous-même. Finalement, on est tous des marques. Ouais, on va avoir le personal branding pour des consultants.
on va avoir l'e-réputation pour les dirigeants, Ouais. on va avoir l'e-réputation d'une marque ou d'un produit. C'est 4 sujets, 4 niveaux différents avec des problématiques différentes. Top. Moi, je pense que ça va intéresser tout le monde. Ensuite, on a comment agir pour améliorer sa réputation online. Donc, c'est un petit peu les moyens pour arriver finalement à sa stratégie. C'est ça. Comprendre Google My Business et activer les leviers simples. Alors, Google My Business, peut-être que certains ne sont pas familiers avec ça. Google My Business, c'est finalement ta fiche produit ou agence ou entreprise qui est sur Google Maps. C'est ça, qui ressort dès qu'on va rentrer une requête locale, comme par exemple Agence Web Paris ou Agence Web ou Agence de référencement Marseille. On va avoir ce qu'on appelle le Local Pack 3, c'est les 3 agences les mieux notées qui s'affichent dans les résultats de Google. Et ça, moi, à titre perso, qui utilise beaucoup les outils Google, c'est clair que tout passe par la carto aujourd'hui. Dès que tu as un besoin, tu passes par ça, quoi. Et sachant que même si vous utilisez Waze, ça appartient à Google depuis quelques années, et donc finalement, c'est les mêmes data, quoi. À peu près, c'est surtout l'algorithme qui a intéressé Google sur Waze. Waze, il y a beaucoup de bugs depuis 6 mois. On a l'impression qu'ils veulent le mettre de côté au profit de Google. Ah ouais, d'accord. Ça, je savais pas ça. C'est assez intéressant. Ensuite, on a comment créer un cercle vertueux entre vos actifs digitaux et votre réputation. Et ben ça, alors moi, j'ai pas tout compris, donc tu vas être là pour nous expliquer tout ça. Même si les actifs digitaux, j'ai bien compris ce que c'était. Allez, on enchaîne parce que je pense que il nous reste pas beaucoup de temps en fait. Allons-y. Alors, bon, d'abord, un petit peu, c'est quoi la e-réputation? S'il y a une petite définition, là, tu nous as sorti la définition Wikipédia. J'ai commencé par support, parce qu'un des supports que généralement les marques vont commencer à regarder en termes de réputation ou les dirigeants, très souvent, ça va être Wikipédia. Parce que Wikipédia, c'est factuel. Donc, beaucoup de gens, quand quelque chose se passe mal pour une marque, on va le retrouver sur Wikipédia. D'accord. Vous regardez, par exemple… C'est l'historique des journaux, quoi, des gros titres. L'explosion d'AZF qu'on a eu à Toulouse, c'est sur la marque où il y a eu le problème. Total avec l'Erika, ça y est aussi. Ok. D'accord. Donc voilà. Pareil, l'historique de la famille Chanel, enfin Bettencourt, ça y est aussi. D'accord. Donc ça, je dirais que c'est une réputation positive ou négative qui rentre dans l'ADN d'une marque ou d'une personne. Ok. Ok. Ce qui est intéressant là, pourquoi j'ai mis la définition sur les réputations, c'est qu'il y a un paragraphe qui dit très bien, c'est d'embellir de sujets positifs sa communication et de surveiller les sujets négatifs. D'accord? C'est surtout ça. Si on ne surveille pas, on va pas savoir qui parle bien de nous ou qui parle mal de nous. Donc, on va pas savoir sur quel levier travailler. Ok. Donc, la veille, on va en parler juste après. C'est une des premières actions à mettre en œuvre. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire, quelle que soit la stratégie et le domaine, la veille fait partie des premiers outils à mettre en place. Et justement, on va voir un petit peu tout ça. Suite maintenant à la définition de les réputations. Le slide suivant. Ouais, merci. Alors là, tu as mis… Ah oui, donc je pense que c'est un sujet qui devient de plus en plus prégnant. Oui. Et qui se développe avec le temps parce que forcément, quand tu parlais d'actifs digitaux, tout ça, ça a grossi énormément. Donc forcément, tout le monde passe par là et il y a de plus en plus de volume et donc finalement de réputation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est un peu ça. Alors, faut bien comprendre. Là, je vous ai mis Google Trends, qui est un autre outil Google qui est assez intéressant pour mesurer une tendance, mais aussi la réputation d'une marque ou la réputation d'une personne. On parle d'e-réputation depuis très longtemps, mais on voit que le terme commence à s'épuiser un petit peu au profit de digital reputation. D'accord. Donc, c'est celui-là qui commence à être de plus en plus utilisé, je dirais aux États-Unis. D'accord, qui est un très très gros marché. Aux États-Unis, on a déjà des marchés à la sortie des écoles. On a déjà des boîtes qui proposent, si vous changez votre nom, on enlève toutes les traces que vous avez quand vous avez trouvé du travail. Enfin, voilà, il y a un vrai marché là-bas. Et donc, on parle maintenant de digital reputation plus que e-réputation. Par contre, le terme e-réputation existe toujours dans le commun. Ok. Donc, on voit que ça se développe bien. Passons à la suite. Alors là, tu parles de bonne e-réputation. Ouais, donc là, les bénéfices d'une bonne e-réputation. Pourquoi est-ce qu'il faut faire cet effort en équipe? On va voir pourquoi il faut le faire en équipe, de travailler sa réputation. Clairement, quand on dit du bien de vous sur Internet, quand on dit du bien de vous dans la presse, quand on dit du bien de vous en général, même à la machine à café, c'est de la réputation peer-to-peer, la peer recommendation, ça va ramener plus de clients. Quand on a plus de clients, on fait plus de ventes. Quand on fait plus de ventes, on a plus de trésorerie. Oui, c'est un cercle vertueux. D'accord, voilà. Et derrière, on peut mieux investir et on valorise encore mieux son entreprise. Alors, il y avait un vieil adage en marketing à l'époque où j'en faisais encore avec des profs qui disait que un client satisfait va le dire à 2 personnes
Un client insatisfait va le dire à 50 personnes. Exactement. Et donc, c'est un petit peu contrecarrer ça. Et ouais, et moi, je le vois bien, dès qu'on veut choisir un resto, on va sur Google Maps, on regarde les avis. Forcément, celui qui est bien noté, on va y aller, quoi. Bien sûr. Alors, il y a un autre phénomène qui se passe, et les commerçants le savent bien, hein, c'est que on a tous le droit d'avoir des clients cons. D'accord? Mais la problématique, c'est que très souvent, il n'y a que les rageux qui vont me déposer des avis. Oui, et on n'a que les clients qu'on mérite. Exactement. Donc, ou les prestataires aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous n'essayez pas de générer la satisfaction, cette expérience, ce petit étincelle auprès du client, il va pas avoir envie de déposer l'avis positif. Donc il faut le faire. D'accord? Ok, top. Maintenant, une fois qu'on a vu les bénéfices, donc justement un petit peu de façon générale de la bonne réputation, mais ça, je pense que ça coule de source. Tu voulais aborder alors un petit peu ce sujet là en proposant les liaisons dangereuses que je n'ai pas vu depuis très longtemps d'ailleurs. La marque versus le CEO ou un dirigeant avec un peu de notoriété versus employé. Qu'est-ce que tu veux apporter là-dessus? Alors, c'est qu'on va avoir l'irréputation pour une entreprise, d'accord, peut avoir plusieurs leviers et plusieurs niveaux. On va avoir l'expérience de marque depuis l'achat, la commande, la livraison, l'utilisation du produit, le SAV. Ça, pour moi, c'est l'expérience qu'on a avec la marque, le client. Ça, c'est très important parce que dès la commande, si on n'est pas satisfait, que la livraison se fait pas de notre canapé, etc., on va se plaindre, on sera pas content. Donc ça, c'est une partie de l'irréputation qui est très souvent vue par les gens. Mais on va avoir aussi pour une entreprise deux autres leviers. C'est l'irréputation du dirigeant, qui est très souvent exposée. Si un dirigeant fait des malversations ou s'il s'exprime mal dans la presse ou il a une mauvaise tenue, ça va tout de suite ressortir. Et on va avoir aussi un dernier levier qui est de plus en plus problématique, c'est des problèmes d'irréputation générés par des employés. On peut se rappeler d'une soirée qu'avait fait une marque française, le slip français. Ça avait généré ça avait généré des gros problèmes de marque. Ouais. Par ce slide, ce que je veux dire, liaison dangereuse, c'est-à-dire que maintenant, pour moi, l'irréputation, c'est plus seulement un sujet du marketing. C'est plus seulement un sujet que le dirigeant, le PDG va prendre un petit gars pour gérer sa réputation. Non, c'est un vrai workshop une fois par an. Qu'est-ce qui a bien été pour notre réputation l'année passée? Comment on veut la gérer l'année prochaine pour que ça aille dans le bon sens et surtout que tout le monde ait la même vision de là où on veut aller. Et finalement, un bon équilibre aussi, parce qu'on le voit bien sur des startups ou des scale-up françaises, où on va avoir un CEO qui va être assez, j'ai envie de dire, emblématique, et finalement, c'est lui qui va porter toute la marque. Alors que derrière, il y a quand même une boîte et des gens qui bossent derrière, et les employés sont toujours un petit peu relayés, voire même le produit, et vice versa. Parfois, il y a que le produit. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut mieux le produit en avant que le CEO, mais en effet, il faut un bon équilibre entre tout ça. Et que tout le monde ait la même vision. Et que bien sûr, tout le monde soit partagé, bien évidemment. Alors là, ouais, on était un petit peu, là, on parlait sur la veille. Donc là, typiquement, moi, je l'ai fait perso depuis quelques années maintenant, Google Alert. Et c'est vrai que c'est très pratique, ça permet de voir un petit peu ce qu'on se dit sur nous, quoi. C'est l'outil gratuit de Google, donc je le conseille à faire sur le patronyme, sur le nom de votre PDG, sur le nom de votre marque, sur le nom de votre concurrent. Vous pouvez lancer des veilles. Attention, ça reste une veille gratuite, c'est Google, c'est-à-dire que Google vous remonte l'alerte quand il a trouvé le contenu. Oui, quand il s'est référencé typiquement sur un réseau social. Alors, ça ne remonte pas. Dans les sous. Ouais. Google indexe. Parfois LinkedIn, j'ai l'impression, mais tous les autres réseaux sociaux type Facebook & Co, même Twitter, j'ai l'impression que ça remonte pas en termes de référencement. Donc, en premier outil gratuit, en première émission de mission d'irréputation ou de veille, ça peut être intéressant de mettre ça en œuvre. Il y a d'autres acteurs. Maintenant, il faut pas tomber dans une usine à gaz quand on a une TPE, PME. Oui. Voilà. Faut mettre. Oui, parce que c'est bien beau de faire de la veille, mais si derrière on n'est pas capable d'y répondre ou avoir une stratégie un petit peu cohérente, ça ne sert pas à grand chose. En France, je pourrais conseiller Alerty. Un milieu de gamme très intéressant et qui fait aussi la veille sur les réseaux sociaux. Ok. Donc ça, c'est bien. Et il va pouvoir classifier aussi les veilles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir classifier ça, c'était des contenus positifs, neutres ou négatifs. On va voir ce sujet après. Si bien que l'année passée, ça va au bout d'un an, vous allez pouvoir dire, bon, ben, qui a parlé de bien sur les 12 derniers mois, qui a bien parlé de moi, et donc pouvoir avoir un listing de RP pour un événement, par exemple, très facilement. Mais pour aller un petit peu plus loin, c'est que la réputation, pour moi, enfin, du moins c'est mon avis de dirigeant, c'est que c'est pas tant juste d'avoir l'avis positif ou négatif et d'essayer de développer ses ventes, mais c'est aussi avoir un retour d'expérience sur son produit. Exactement. Et parfois, on a du mal à en avoir.
Et forcément, si on voit que nous, on le voit bien puisqu'on a aussi une activité de restauration. Donc forcément, les avis, c'est primordial. Et on a pu voir dans le temps que parfois, il y a une période où il y a un peu plus d'avis négatifs. Et en fait, on se rend compte quelles sont les raisons. Et en fait, on va aller chercher ces raisons-là de façon plus opérationnelle. Et ça permet justement d'avoir un peu comme Google Alert, d'avoir des alertes et de pouvoir reproposer un produit de qualité. Alors moi, je pars toujours du principe qu'un avis négatif, c'est une opportunité de croissance. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème. D'optimisation, d'amélioration. C'est le meilleur moyen d'améliorer sa qualité de service, de se différencier par rapport aux concurrents et justement de donner la petite étincelle au client. Complètement. Voilà. Donc ça, il faut pas le prendre négativement. Par contre, il faut répondre convenablement. On peut pas confier ça, je dirais, à un community manager débutant. Oui, voilà. Il faut mesurer la chose dans le bon sens. Alors, petite parenthèse, j'ai bien vu votre question, Bénédicte, concernant Wikipédia. Je vous propose d'y répondre en fin de session. Top. Alors, ensuite, on passe. Alors, on en parlait un petit peu en introduction. Bon, maintenant, on va essayer de voir un petit peu les leviers, les outils pour finalement arriver au Graal. Ouais, qui est la page 1 de Google. La page 1 de Google, sachant que arriver en page 1 de Google, c'est facile si la personne vous cherche directement. Puisqu'il suffit de mettre le nom de la marque. Oui et non. Alors, c'est justement le contexte de la recherche va être très important. Donc là, vous avez quelques stats sur l'importance de la page 1 de Google. Les gens ne vont pas en page 2. D'accord, ça c'est clair. Mais le contexte de la requête de l'internaute va dimensionner votre importance en termes de réputation. On va passer sur le slide d'après pour que je puisse vous montrer ça. Sur le slide d'après, on a une notion. Par exemple, si je fais agence digitale dans Google, j'ai combien j'ai de résultats? 19 millions de résultats. Là, je vais avoir la meilleure des agences digitales dans ma langue dans Google. D'accord? Si je fais agence digitale Versailles, je vais avoir la meilleure agence digitale dans le cadre de Versailles. Donc, on a une notion, un tamis en fait qui se passe sur les réputations en fonction du niveau. L'erreur que font très souvent les TPE, PME ou les sociétés, c'est qu'ils veulent arriver dans le 19 millions tout de suite. Alors qu'il faut commencer localement. Soyez déjà le meilleur, que tous les professionnels du coin vous qualifient le meilleur et les marges vont être beaucoup plus simples à monter pour aller vers la suite. Ce qui peut, pardon, mais paraître un peu paradoxal parce que quand tu vas chercher une agence digitale, tu peux faire à distance. Oui, non mais. Il aurait fallu mettre agence digitale pas cher. Non mais voilà. La première des briques d'e-réputation, elle est pour moi dans le local. D'accord? Que les acteurs locaux, organisations professionnelles, associatives, etc., voient que vous êtes un bon acteur et le disent, ça vous permettra de monter les marches pour arriver très facilement sur la suite. Très bien. Ok, top. Est-ce qu'on a vu tout pour… Alors, il y a un gros changement, c'est-à-dire qu'on a parlé de la page 1 de Google. Il faut comprendre qu'en 2024, il y a deux grandes notions qui vont arriver chez Google. La première, c'est Google SGE. La première page de Google va être dédiée à l'intelligence artificielle. Alors, attends, ça t'allait un peu vite pour moi. Donc, on a Google SGE, ça veut dire quoi? Search, oh là là, Short générative, je sais plus. Engine. Peut-être. Bon, je sais plus. Je laisserai regarder de votre côté. Une excuse. Et donc ça arrive en 2024. Là, c'est déjà déployé dans 120 pays. Okay. Et la France n'est pas encore déployée. Ok. Donc, ça ne serait tardé. Okay. Donc, ça va changer la première page de Google. Et ça va être un changemaker, quoi. Oui, complètement, puisque en fait, on va avoir à la fois des contenus naturels, du référencement, et une intelligence artificielle qui va réagir sur ces contenus. Et quand tu dis qu'elle va réagir sur ces contenus, c'est-à-dire que quoi, par rapport à la recherche que tu vas demander à Google, c'est ensuite une intelligence artificielle qui va essayer de contextualiser sa réponse avec des extraits. Et avec plein d'extraits. Finalement, elle va te proposer une méta-réponse qu'elle aura formée avec plein de contenus. Et remettre le Google My Business sur le côté, des résultats naturels pour asseoir ce qu'elle aura trouvé. Comme, ok, d'accord. Ok, donc c'est Google finalement alimenté avec une IA. Exactement. Ok. Voilà. Derrière, on va avoir aussi la loi DMA qui rentre en œuvre en mars. Google a déjà commencé. La loi DMA concerne tous les grands acteurs du digital. Les acteurs du digital ne vont plus pouvoir mettre en avant leurs propres services. Ça veut dire que, par exemple, quand vous utilisez votre téléphone portable et que vous voulez utiliser un logiciel de cartographie, on va vous demander quel logiciel de cartographie vous voulez préférer. Vous voulez utiliser Google, Apple, Bing, etc. C'est déjà le cas quand vous partez sur une adresse depuis WhatsApp, je crois, où il va te proposer les différents mappeurs que tu as sur ton… Exactement.
Et donc, ça va être le même cas pour tout ce qui va être la notation d'avis. Maintenant, Google devra remettre beaucoup plus en avant les autres plateformes d'avis et pas que la sienne. Il devra mettre en avant Trustpilot, avis vérifié, Facebook, etc. Ok, Donc, ça veut dire que l'e-réputation va plus se jauger que sur une seule plante sur Google. Si on doit arroser une plante, on va devoir arroser plusieurs canaux d'e-réputation. d'accord. Donc là, si je comprends bien déjà, c'est que sur ta recommandation, avant, on était tous très focus Google parce que forcément, c'était le premier moteur de recherche. Mais que demain, certes, vous pouvez continuer à utiliser Google comme moteur de recherche, mais par contre, ces résultats seront alimentés pas seulement par du Google, mais par d'autres plateformes. Ils sont censés le faire. C'est ça, ça fait bizarre d'avoir 200 avis 5 étoiles sur Google et puis 2 avis Trustpilot 2 étoiles, par exemple. C'est paradoxal. Donc, il faut alimenter un petit peu. Mais comme ça va être alimenté par leur IA et que personne n'aura accès à au dev de l'IA, au code. C'est un des sujets. C'est-à-dire qu'on a posé la question Google sur comment bloquer votre IA si on n'a pas envie d'apparaître. Il a dit, si vous n'avez pas envie d'apparaître, vous n'apparaîtrez pas dans Google. D'accord. Donc, okay. Le choix est assez simple. Ah, parce que l'IA va aller, forcément, tout comme un robot, va aller scroller tous les sites et générer finalement son contexte. D'accord. Ouais. Et alors, si on revient un petit peu là, donc l'état des lieux des contenus, donc positif, neutre, négatif, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, alors ça, c'est la deuxième action. La première action qu'on a déterminée, donc, c'est mettre en place une veille. La deuxième action, c'est regarder les 3 premières pages de Google, parce qu'au-delà des 3 pages, personne ne va, et regarder les contenus positifs qui parlent de vous, les contenus neutres, ça peut être donc les bilans de dirigeants, encore que les bilans peuvent être mauvais, et les contenus négatifs. L'objectif étant de pousser et de maintenir tous les contenus positifs le plus haut dans Google sur la page 1, la page 2, la page 3. Si vous n'avez que des contenus positifs qui parlent de vous aux différents leviers localisés, je dirais entre agence web Versailles, etc., et bien là, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Un contenu négatif qui se retrouve en page 9 de Google, sur un forum d'adolescents, ça va aller. Mais justement, est-ce que l'IA de Google ne va pas aller contextualiser l'avis critique en page 9 pour aller te déranquer en page 1? C'est le jeu vicieux qu'on risque d'avoir sur 2024, c'est-à-dire qu'avant, on demandait quelle était la meilleure boulangerie du 18e arrondissement. Maintenant, on va pouvoir demander quelle est la pire boulangerie du 18e arrondissement. Ouais. Et là, on aura normalement une réponse. Ok. Et alors, attends, avant de prendre la question de Bénédicte, que je trouve très intéressante, juste, quand tu mets bilan dirigeant, c'est quoi? Est-ce que l'IA de Google ou Google de façon générale va prendre en considération les bilans comptables d'une société qui peuvent être en accès libre sur des plateformes comme Paper, Société.com, ce genre de choses, pour ranker ou déranker une société? Alors, ranker ou déranker, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, ce que j'ai constaté depuis un trimestre, c'est que maintenant, Google, quand certaines sociétés avaient trop optimisé leurs titres dans leur fiche Google My Business, plutôt que remettre l'ancien titre, maintenant, ils mettaient le nom qui était sur le cabis. Ce qui change beaucoup la donne en source de données. D'accord. Okay. Donc, ça veut dire qu'il va quand même chercher des éléments légaux, je dirais, pour pouvoir qualifier une société. Okay. Donc, maintenant, savoir si ça va avoir des impacts sur le classement, c'est compliqué à dire. J'ai envie de dire que pour le moment, c'est un lieu, une activité, des avis et commentaires clients. On a eu le sujet ensemble il y a encore pas très longtemps où on avait eu des fiches qui étaient suspendues pour des raisons ou qui étaient pas très claires, hein, mais on a dû prouver aussi notre identité, donc on a dû leur envoyer, je crois, un cabis. C'est ça. Et suite à ça, ils ont bien validé. Dans les missions que je fais, j'essaye toujours de construire un dossier pour prévenir le futur. Comme ça, le dossier est prêt avec le cabis, la facture d'électricité, téléphone, etc. Pour que si Google a la moindre requête, on lui donne un zip, il a tout dedans. On va prendre la question de Bénédicte. Donc, quel site recommandez-vous parmi ceux sur lesquels laisser des avis avec ces changements à venir? Ah oui, donc là, on revient sur… on va aller prendre différents avis. Donc, il y avait quoi? Trustpilot, par exemple? Ouais, alors Trustpilot, c'est très bien parce que c'est international. Ouais. Avis vérifié, c'est franco-français. Franchement, voilà, c'est une bonne boîte française, hein. Mais si vous avez un minimum de contexte avec des clients internationaux qui viennent dans votre boutique, ils n'auront pas de compte avis vérifié. Et qu'est-ce qu'ils entendent par avis vérifié? Enfin, parce que les avis Google sont pas vérifiés, par exemple. Non, parce que c'est pas aux normes AFNOR. Je pense que le plus grande évolution que pourrait faire Google pour Google My Business, c'est mettre la collecte d'avis aux normes AFNOR, c'est-à-dire de conserver les avis que des personnes qui ont prouvé leur identité sur leur adresse mail. Oui, mais ça, tu le fais déjà parce que, tu vois, par exemple, moi, demain, je dois laisser un
un avis via Google, en fait, c'est via mon compte Google. Oui, mais toi, tu Et as un donc, compte je suis pro. avec nom, Tu as un prénom. compte pro, etc. Ouais. Mais il y en a qui ont plein de pseudos. Tu peux Ouais, avoir des d'accord. comptes Gmail en pseudo. Et c'est ça que Ah oui, reproche en fait tout le quand tu monde. dis, c'est avec une véritable Bah fiche oui, d'identité derrière. bah oui. Ok. Parce que tous les faux mails, tous les faux Gmail qu'ils peuvent avoir, qui sont en fait des avis vendus par des personnes à l'étranger, à 5 € ou des euros, ça existe. Et c'est ça que reprochent tous les restaurateurs, etc. Cette norme. Si Google faisait ce pas-là, on rentrerait dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et Donc, c'est-à-dire qu'il serait obligé d'enlever des centaines de milliers d'avis déjà existants. ouais, Ouais. mais faire le ménage, ça fait du bien aussi Oui, parfois. bien sûr. Ouais. Ouais, on voit ça, il y a des réseaux sociaux qui se développent très fort là-dessus, justement. Et peut-être qu'on va passer à la suite. Je vois que le temps file. Hein, ouais. il est, Pour Bénédicte, moi je dirais Trustpilot, c'est ouais, pas mal au niveau Trustpilot. international. Par contre, Google My Business reste si vous regardez sur mon site, j'ai fait les stats de chacun, il reste de loin le plus utilisé. Eh ben, très bonne transition, justement, comprendre Google My Business et activer des leviers simples. Donc là, le but, c'est que suite à ce webinaire, hein, avec ces petits leviers, vous pouvez, dès cet après-midi, Ouais, c'est ça. Et après, si ça devient un peu plus complexe ou en termes de volumétrie, vous adressez à un professionnel comme Nicolas. Présent. Donc, Google My Business, clairement, on en a parlé, il y a beaucoup d'avantages. Hein. Déjà, ça ressort très, très souvent dans les premières pages de Google, dans le local pack 3. Voilà. Vous allez pouvoir faire plein de choses dedans, comme mettre des posts, des événements, des promotions, des produits. Donc ça, c'est des choses que ne propose pas à côté Trustpilot ou Avis Vérifié. C'est pour ça qu'on c'est difficile de parler de concurrents entre ces services, parce qu'il y a que la partie avis et notation qui est vraiment concurrentielle, tout le reste ne l'est pas. Depuis le Covid, maintenant, vous pouvez alimenter automatiquement votre fiche Google My Business en postant tous les articles de votre site vont pouvoir remonter automatiquement sur votre fiche. Pareil pour les e-commerçants, tous les produits de votre site peuvent remonter aussi sur votre fiche. Voilà. Google vient aussi de lancer Google Merchant Center qui permet à n'importe quel commerçant, une quincaillerie ou quelque chose comme ça, de prendre un fichier Excel, de le mettre dans Google et il ressort gratuitement dans Google Shopping. Et tout ça, c'est le cœur de Google Business Profile parce qu'on a tendance à appeler Google My Business, je l'ai même laissé sur mon slide, mais le vrai nom maintenant, c'est Google Business Profile. Ça a changé l'année dernière. Ok, donc c'est-à-dire qu'ils sortent un peu plus de la partie géoloc c'est ça. Pour aller un peu plus sur le web merchant. Donc oui. Même peut-être demain le futur Amazon, quoi. C'est ça. Ah mais c'est exactement ça. Une marketplace, les shoots d'accord. écrans qu'on a dernièrement maintenant Google Shopping, justement là avec l'arrivée de toutes les promos de fin de mois qu'on peut avoir avec le Black Friday, Google se transforme en Amazon. Ok. Complètement. Hors logistique. Hors logistique, mais okay. Amazon est le plus gros concurrent pour Google, c'est pas les réseaux sociaux. Hein. Amazon a géré de l'hébergement jusqu'à la livraison. Il connaît toutes les adresses de tout le monde à travers le monde, ce que ne connaît pas Google. C'est pas faux. D'accord. J'avais oublié ce détail. Non, c'est passionnant. Alors ensuite, on va parler un petit peu des indicateurs. Alors, donc là, c'est suite à des différents leviers, mais on va revenir sur les différents leviers. Ouais. C'est qu'est-ce que ça peut apporter en fait des vrais KPI Alors là, c'est une mission que j'ai fait entre 2019 et 2020. Donc j'ai pris les stats avant mission et après mission. D'accord. C'est une mission qui a été faite sur une quarantaine de fiches sur un industriel B2B dans le PACA. D'accord, qui avait des sites industriels. Et il m'a dit, voilà, mes livreurs trouvent jamais mes usines. Je voudrais améliorer ça, ma visibilité. Pareil pour que les artisans viennent chercher des produits chez moi. Donc là, c'est les stats, clairement, après mission, donc plus 329% de visibilité dans Google, donc déjà ça pèse, plus 32% de demandes d'itinéraire et plus 42% d'appels téléphoniques, sachant que c'est ceux qui ont appuyé sur le bouton téléphoner de Google My Business. C'est pas celui qu'on fait le numéro en le voyant à l'écran. Donc on a des stats vraiment, c'est factuel, hein, d'accord, c'est avant, après, d'une optimisation, sachant que là, ce groupe n'a fait que la moitié de ma repro, puisqu'on n'est pas allé sur comment générer des avis. On n'est que sur de l'optimisation, mots-clés, zone de chalandise. Ok, très clair. Non, c'est passionnant. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment qu'on fait, la méthode. Alors, la méthode que je recommande et que je mets en œuvre, elle est en 3 points. D'abord, c'est l'optimisation de fiches, c'est ce qu'on vient voir. Hein. C'est très facile et il y a très rapidement des résultats. Voilà. Mettre des photos, là, typiquement, ça c'est un truc et c'est la base. C'est ça, les photos sont très bien vues. Je vous déconseille de mettre des photos avec des visages parce que l'algorithme de Google va reconnaître le visage pour des notions de droit. Il a peur de mettre en porte-à-faux un client, etc. Donc plutôt des personnes de dos. Pareil, les logos sur les images sont pas trop bien vus. Donc c'est vraiment des photos d'ambiance, mais plutôt décoration à la Valérie Davido. Oui, ok. Et bien sûr, et des photos, enfin ça, vous allez me dire, ça tu peux pas le faire directement, mais c'est demander aussi à vos utilisateurs, à vos visiteurs, de ajouter des photos. Alors ça c'est important. Et d'ailleurs, ça c'est extrêmement important. Ils te comparent par rapport aux autres établissements qui font à peu près le même métier que toi sur la quantité de photos, si ça devient de toi ou si ça vient des utilisateurs. Exactement.
on est plus dans la partie 2 et 3, là, dans ce que tu décris, Ludovic. C'est que quand on va proposer à un internaute ou à un client de laisser un avis, on va déjà l'orienter pour lui dire quel service ou quel produit avez-vous consommé chez nous. Pourquoi? Parce que ce qu'il va taper va influencer les résultats de recherche avec les mots-clés. S'il met juste les étoiles et pas de texte, ça ne sert quasiment à rien, à part monter les étoiles. Mais aussi, on peut lui faire un petit gaming ou un engagement avec la photo du produit ou des choses comme ça. Et ça marche beaucoup. Ça marche énormément. Donc voilà, donc optimiser la fiche, bien identifier le cycle de vie du client. On va pas demander un avis de la même façon si on vend des fenêtres, si on vend une voiture ou si on vend du coworking. C'est pas du tout pareil comme expérience client. D'accord? Les vendeurs de fenêtres, par exemple, eux, ils le demandent à la signature de devis. C'est drôle. On peut se dire comment ils arrivent à faire. Vous voulez 10% sur vos fenêtres, vous laissez un avis 5 étoiles. Si vous avez une mauvaise expérience, vous pourrez le modifier à terme des travaux. C'est un peu un donnant-donnant. Ça, c'est des méthodes qui existent. J'en ai référé. C'est un peu biaisé, mais ça existe. Parce que finalement, c'est pas sur la qualité du produit. C'est sur les 10% qu'on a eu. Oui, c'est sur une réduction, ouais. Okay. Mais on cite aussi le commercial, donc il a sa prime annuelle, donc voilà, il y a plein de choses. J'en ai comptabilisé une vingtaine de très intéressantes pour tout secteur d'activité. De quoi? De levier pour avoir de scénarios. Je les liste en fait. Dans la prestation que je fais, j'adapte en fonction de la zone de chalandise et de la qualification du client, quels seraient les meilleurs scénarios qu'il pourrait mettre en œuvre. Ok, très clair, super. Et on avait, et on en a parlé, c'est isoler les avis négatifs pour que seuls les positifs soient sur Google My Business. Ouais. Alors ça, c'est un filtre, c'est-à-dire que c'est une méthode que pratiquent beaucoup de prestataires de collecte d'avis par la CB, par d'autres méthodes. En fait, c'est que le premier questionnaire que vous avez est un questionnaire générique de NPS, de Net Promoter Score. Toutes les personnes qui mettent 9 ou 10 arrivent sur une fin d'avis qui encourage d'aller mettre l'avis sur Google My Business. Ok. D'accord, comme ça on est sûr qu'on n'a pas de détracteurs. Et tous ceux qui sont, si on leur propose un petit call pour bien comprendre pourquoi ils ne sont pas complètement satisfaits. Exactement. C'est dispatché en fonction, comme ça on assure les bons avis sur Google My Business. C'est des méthodes qui marchent très très bien. On a Bénédicte qui nous repose une question. En effet, les avis Google Guide. Alors, si je comprends bien, c'est guide. Tu sais, c'est quand tu as une petite étoile parce que tu as mis plein de trucs et Google estime que tu es un premium, un senior. Un Google Guide ressortira plus dans les avis en première position. Tout à fait, Bénédicte. Tout à fait. C'est pour ça que c'est un petit serious gaming à faire très sympa pour être sûr que ça ressort. Ok. Alors, comment créer un cercle vertueux entre vos actifs digitaux et votre réputation? Donc, peut-être reprendre un petit peu. Actifs digitaux, c'est mon site web, mon compte Twitter, mes Google My Business, un peu de RP. Quoique non, ça, je ne les maîtrise pas. Tous les espaces qu'une entreprise ou une marque maîtrise. D'accord. Moi, j'ai envie de dire, si on va regarder la slide d'après, si vous avez fait du travail sur votre réputation, si vous en êtes fier, etc., mettez-le dans votre tunnel de conversion. Rassurez à toutes les étapes clés où le client va se demander est-ce que je valide ou pas, est-ce que je rentre mon téléphone ou pas, est-ce que je demande à être rappelé ou pas. Montrez-lui que des gens ont fait cette démarche et qu'ils en sont tous satisfaits. La conversion va couler toute seule. Oui, ça rassure. Hein, on est tous, on est les premiers. Exactement. Et puis, si je me souviens bien, mais dans Google My Business, là, je vois typiquement, là, tu prenais l'exemple d'une carto. Plus tu as d'avis positifs et plus forcément tu vas remonter. Tu remontes dans le cap en top. Et je crois même, alors ça, faudra peut-être que tu nous expliques, je sais pas comment ça fonctionne, mais parfois même on est sur toute une ville et en fait on met, par exemple, je sais pas, si je prends mon exemple espace de coworking, il va pas lister tous les espaces de coworking, il va peut-être mettre juste le top 3 ou top 4. Ouais. Et même parfois quand on va se déplacer dans une carte parce qu'avec une précédente recherche, il va nous faire popper tel ou tel site. Mais ça, je sais pas comment ça fonctionne. Alors, est-ce que c'est via du revenu? Il y a deux méthodes en fait. Soit vous êtes vraiment le meilleur et dans la fiche, on a défini des zones de chalandise différentes. Moi, on a le droit de mettre jusqu'à 20 zones de chalandise dans Google. Donc, moi, généralement, j'essaye d'irriguer la plante en fonction de la cible de chacune des villes, du revenu moyen des villes, etc. Donc ça, c'est une première technique qui permet de remonter sur les bonnes villes et les bonnes cibles. La deuxième méthode, elle va être un petit peu plus sioux, c'est-à-dire que votre fiche ne va pas ressortir pareil. Par exemple, si on prend Marseille, je crois qu'on est sur la carte de Marseille là, ne va pas ressortir pareil ou à la même position suivant les établissements, suivant les arrondissements. Et ça, maintenant, il y a des outils qui vont analyser votre fiche par arrondissement et on va voir comment la faire ressortir.
D'accord. D'accord? C'est des nouvelles méthodes qui existent et qui sont très intéressantes pour des franchises de livraison de pizza ou des choses comme ça. Pour des grandes marques comme ça, c'est très intéressant. S'assurer qu'elles soient tout le temps dans le top 3 et en premier. Alors c'est marrant que tu parles sur la franchise, c'est que nous on a eu le sujet où on a été, nous on a développé notre business dans un premier temps à Marseille et on a un site qui a un peu trusté, on va dire, tous les avis de Marseille pendant pas mal de temps et qui est rue de la République. Et on a, suite à ça, quelques années après, ouvert un site aussi rue de la République, mais à Lyon cette fois-ci. Et donc si tu tapes Iptown République Lyon, bah, tu vas partir à Marseille plutôt que d'aller à Lyon. Parce qu'il y en a un qui est tellement bien noté qu'en fait, il truste un peu tout le. Ça va dépendre de l'adresse IP. Je pense que quand tu es lyonnais, que tu de Lyon, ça va ressortir. Ça truste un peu tout le flux, quoi. Voilà, mais ça, les requêtes sont importantes. Non, mais il faut arriver à bien équilibrer, qu'il n'y ait pas trop un site avec 200 avis positifs et un autre site avec un seul avis. J'ai envie de vous dire, c'est comme si vous arrosiez des plantes. Si vous arrosez qu'une plante et que vous en avez 20 chez vous, les autres, il y en a 20 qui vont tirer la tronche. Et comme tu dis, tu ne maîtrises pas tout, ça c'est les clients. La suite. Alors, ah bah voilà, on est déjà à la fin du webinaire. Tout à fait. Ah bah dis donc, voilà, on n'a pas vu le temps passer. Et ouais, il est déjà 14h. On avait commencé. Ah bah ça va. Mais de toute façon, là, il y a une petite session questions-réponses. Donc alors, en attendant, posez vos questions si vous en avez. On a Nicolas qui est là pour y répondre. Moi, je remonte sur la question de Bénédicte. N'hésitez pas. La première, Bénédicte, tu me demandais, enfin vous me demandiez, pardon, est-ce qu'une marque peut modifier le contenu Wikipédia qui parle d'elle? Alors, c'est un sujet très touchy. Sur Wikipédia, c'est collaboratif. Si vous le faites en anonyme, on va estimer que vous caviardez une page qui existe parce que vous pouvez rajouter du contenu positif ou négatif. De plus, il faut savoir que sur Wikipédia, tout est public, c'est-à-dire qu'on va savoir quelle est l'adresse IP et donc derrière potentiellement qui est la marque ou l'entreprise qui a fait ces modifications. Donc, il faut faire vraiment très attention. Moi, j'ai des méthodes où je préfère rentrer en discussion avec la communauté. C'est-à-dire, bonjour, j'ai remarqué, je travaille pour la marque Intel, qui m'a demandé de regarder cette fiche pour voir son exactitude. Donc déjà, c'est pour rentrer dans une approche collaborative de l'exactitude de la fiche. J'ai remarqué qu'il y avait des sujets, par exemple, s'il y a des sujets négatifs sur la marque, j'ai remarqué qu'il y avait des sujets négatifs qui n'étaient pas sourcés par des médias. Alors que normalement, la règle, c'est d'être sourcé par des médias. Est-ce que ces sujets doivent rester en place ou pas? Et là, je demande à la communauté de réagir et de voter. Ça, c'est des méthodes qui permettent d'enlever des sujets négatifs sur des fiches Wikipédia. Sur les sujets positifs, là aussi, la communauté va être très vigilante parce qu'on va avoir l'impression qu'on veut faire du marketing avec une fiche Wikipédia. Dans ce cas-là, ce que je conseille, c'est déjà de créer dans la vie réelle, avec une agence de RP qui connaît bien le digital, ces sujets, avec des interviews, etc., pour créer la source dans les médias, pour se permettre après de les reprendre sur les fiches et de ne jamais commencer par la fiche qui est dans la langue principale de la marque, mais commencer dans les langues secondaires pour voir si les communautés sur les autres langues l'acceptent. Si oui, on approche de la marque. Généralement, c'est des chantiers qui durent 12 à 18 mois de les réputations sur Wikipédia. Ça se fait pas tout seul. Ouais, ça met du temps. Je pense que tu avais un sujet là-dessus. Donc on a fait un meeting, on a un webinaire. J'en ai plein. Je compte sur toi pour justement régler ce sujet-là. En attendant, là, je vois qu'il y a des questions qui sont en train de se poser. En attendant de les avoir, donc, on vous a mis les contacts de Nicolas. Si vous avez des besoins en réputation, en SEO aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec Nicolas. Iptown me le recommande chaudement. Merci, Iptown. De rien. Que vous soyez TPE, dirigeant, PNH. Alors, moi, j'ai une question pour toi qui sort un petit peu du sujet de la réputation. Ouais. Mais bon, c'est quand même les gros sujets dans ce moment. C'est l'IA et SEO. Alors, faut-il générer des contenus avec de l'IA et comment c'est pris par Google? Il faut prendre les règles de Google dans leur base. Un contenu n'est bon que s'il sert l'utilisateur, s'il y a un intérêt pour l'utilisateur à lire ce contenu, à interagir avec ce contenu. Qu'il soit généré par un IA ou par un très bon prompt d'IA ou par un humain, pour moi, oui. D'accord. Par contre, le prompt d'intelligence artificielle de dire généralement un article sur la cuisine libanaise, il y a peut-être d'autres choses à faire. Ouais, bien sûr. Non, mais comme toujours, c'est le prompt qui va déjà bien définir la qualité de la rédaction. Et ensuite, il faut toujours mettre un petit coup d'humain derrière pour recalibrer les choses. Il y a plein d'outils qui permettent de répondre à des avis avec l'intelligence artificielle, de contextualiser la chose, etc.
faut regarder. Moi, je pense qu'il y a un petit peu d'humain, ça fait du bien quand même dans le digital. Et pas seulement reprendre Voilà. le prénom. Alors, petit test là, justement, pour voir si vous avez bien compris ce qu'était l'e-réputation. Je vais vous demander de scanner le QR code pour ceux qui sont là. Voilà. Donc, l'e-réputation, c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps, tout au long de son expérience personnelle, de marque, etc. Bien parler de sa marque, etc. Donc, vous pouvez le faire. Donc là, normalement, en scannant le QR code, ben, vous allez tout simplement tomber sur la notation d'avis Google pour pouvoir noter cette session et me donner votre retour d'expérience. Donc ça, c'est typiquement quelque chose que vous pouvez faire à la fin de réunion, à la fin de webinar et qui vous fait gagner en visibilité. C'est la petite astuce que je vous donne parce qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Et là typiquement, tu n'as pas mis en place le fameux NPS filtre. Non. Donc, si les gens sont pas contents, ils peuvent le dire aussi. Ouais, mais s'ils sont pas contents, ils sont partis avant. C'est possible. C'est possible. Voilà. Merci à tous. Eh ben, très bien, on va le faire, ça. Merci. J'espère que ça vous a plu. Il y aura un replay que je transférerai. Ouais, puis on va mettre ça sur notre chaîne YouTube et on demandera à l'IA de retranscrire ça aussi en SEO. Ok. Merci à tous. Et attendez, je pose la question, quel est le prochain thème du webinar, des prochains webinars? Le Web 3. Alors, j'ai toujours pas compris ce que c'était, mais ce sera l'occasion justement du prochain webinar d'essayer de comprendre ce que c'est que le Web 3. Donc, on vous enverra. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux LinkedIn, voilà, ou nous écrire un petit mail si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu. Et bien sûr, j'espère à très bientôt à tous. Et merci. Bon après-midi. Merci pour ces moments d'expertise. Salut. Merci. Au revoir.